Bonjour, on est ravi d'être là. Je m'appelle Bastien, moi je suis développeur, je suis vraiment passionné par mon métier, par l'envie d'apprendre. Et aujourd'hui, on vient partager avec vous une proposition à propos de l'agilité. Et on a une croyance que c'est impossible de faire de l'agilité si on ne fait pas de la livraison continue. Et avec moi, donc, il y a Johan et Rémi. Donc, moi, je suis développeur et coach technique. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le code. Voilà. Ah, bonjour, donc moi c'est Rémi Sanlaville, je suis développeur comme Bastien et puis Johan et passionné aussi par tout ce qui est ingénierie logicielle, extreme programming, software craftsmanship et tout ça. Voilà. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc la première chose qu'on a envie de vous poser comme question, c'est est-ce que vous travaillez dans un projet agile? Donc vous pouvez peut-être lever la main, cliquer sur Raise Hand dedans. En tout cas, aujourd'hui, pratiquement tout, presque tous les projets se disent en tout cas agiles. Et en fait, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'on est vraiment agile? Et on a envie de partager en fait notre point de vue sur cet aspect-là. Et pour nous, en fait, si on est agile, ça veut dire qu'on est capable en fait de déployer plusieurs fois en prod, en fait, quelque chose qui fonctionne par semaine. Voilà, au moins par semaine, sinon moins. Et donc du coup, Bastien, en fait, on voit que justement beaucoup de projets se disent être agiles, mais finalement, pourquoi on fait des transformations agiles? Une bonne question. Avant, il y avait autre chose que l'agilité. Maintenant, il y a l'agilité. Il y a pas mal d'organisations qui ont entrepris des transformations agiles. On parle d'agilité à l'échelle. Il y a énormément de choses autour de ça. Et on s'est demandé finalement pourquoi on faisait ces choses-là. Et ce qu'on a constaté d'expérience en discutant avec d'autres collègues qui font un peu le même métier, c'est que on a vraiment plein de mauvaises raisons de faire des transformations agiles. Et Yoann, si tu peux avancer un petit peu. Et dans les mauvaises raisons qu'on a, la première, souvent, c'est à la mode. Moi, je me souviens d'avoir rencontré des gens dans de la gestion de projet qui disaient non, mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu ne fais pas un projet agile. Tout le monde le fait, c'est à la mode, il faut le faire. D'autres fois, ça va être le top management qui va demander à ce que l'entreprise se transforme de façon agile. Et donc là, on va recruter des coachs, on va recruter des experts et on va faire cette transformation agile parce que le top management a dit qu'il fallait faire une transformation agile. Et dans le lot, certains employés savent pourquoi. On met tous une définition différente de ce qu'on va mettre, de ce qu'on va faire avec cette transformation et il se passe ce qui se passe. Une autre raison qu'on a vue, c'est que parfois, tout simplement, côté RH, il y a besoin de réorganiser l'entreprise de façon cyclique. Moi, j'étais dans une grosse entreprise où tous les 4 ans, globalement, nouvelle réorganisation RH, on renomme les différentes entités, on essaie de changer l'organisation pour insuffler des nouvelles choses, mais on ne sait pas vraiment où on va. Mais du coup, les transformations agiles peuvent nous aider à aller là-dedans. En tant que manager, on a aussi vu des gens qui se disent j'ai envie que les gens soient plus efficaces au quotidien. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce dicton qui dit que quand on n'a qu'un marteau, on finit par n'avoir que des clous. Et on se retrouve finalement à se dire OK, en tant que manager, mon rôle sur l'organisation, l'impact que je peux avoir, c'est dans la transformation, etc. Donc, super, je me lance dans une transformation agile. Et puis, dernière mauvaise raison qu'on a vue, qui est un petit peu folle, mais des fois, tout simplement, il y a des gens qui ne sont pas bien contents dans l'organisation, qui ne sont pas satisfaits dans la façon dont ça se passe. Et on a entendu à une super conférence agile qu'avec l'agilité, tout allait être super, les gens allaient être beaucoup plus investis dans leur métier, tout le monde allait être beaucoup plus heureux au travail. Donc, faisons une transformation agile. Très bien. Et nous, on se pose la question de si c'est vraiment bien raisonnable de faire tout ça pour ces raisons-là, qui sont finalement très, très
centré sur soi-même. On n'est pas dans une transformation vers l'extérieur, on a une transformation vraiment centrée sur nous-mêmes en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation. Et ce qu'on se propose de partager là, c'est de se dire plutôt, si on changeait pour des raisons business, pour quelque chose que nos clients vont voir au quotidien. Et donc, si on se disait qu'on ferait ça, ça serait possible et en plus, tout le monde serait content. Et bonus, il n'y aurait même pas besoin de certification safe pour pouvoir le faire. Comment on ferait, Rémi? Oui, ben justement, nous, on a envie de vous proposer une petite chose, même une toute petite chose, mais qui va, en fait, une petite contrainte qui va jouer sur votre organisation et sur votre système. Et on pense qu'on n'a pas besoin de processus compliqués ou très gros. On a besoin, déjà, si vous essayez de faire cette petite contrainte qu'on va vous expliquer, pour nous, vous allez changer beaucoup de choses. Cette petite contrainte, en fait, elle est assez simple. C'est déployer en production tous les jours. Et c'est tout. On n'a rien besoin de plus. Vraiment, c'est tout. Ce qu'on vous propose, c'est juste cette toute petite contrainte. Et le défi, c'est essayer de la relever. Et Johan, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça vaut le coup, en fait? Il y a pléthore de raisons. Donc, on peut gagner des nouveaux clients en offrant sur le marché des choses plutôt qui sont utiles. On peut construire une confiance avec des clients existants parce qu'on livre des choses, peu importe les dates, les gens sont rassurés. Si on est en retard, on dit mais on vous livrera une partie maintenant. Les gens sont rassurés, les tensions baissent et les gens savent qu'ils peuvent faire confiance à nous. Voilà, ils ne sont plus dans l'incertitude. Le fait de livrer fréquemment, ça permet aussi d'attraper des opportunités quand ils se présentent parce qu'on n'a jamais beaucoup de choses dans le pipe. Donc, on peut très bien s'arrêter à un moment donné où on est à le 80-20 de la story et partir sur autre chose. Donc, de cette façon-là, on peut, de façon très agile, changer de direction presque au jour. C'est difficile à croire, mais on aura moins d'urgence. Le fait de le faire souvent fait que on va automatiser davantage et ça va réduire les urgences. On va être entraîné pour. On verra ça plus après. On va avoir beaucoup moins besoin de se coordonner. Vous savez qu'une bonne partie de notre temps dans les entreprises est passée à se coordonner avec d'autres équipes. Est-ce que telle fonctionnalité va être disponible à quelle date? On va revérifier et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'on merge la nouvelle fonctionnalité. Les managers doivent peut-être faire des reports et se coordonner avec d'autres managers ou alors s'expliquer quand il y a un problème. Mais en fait, on enlève le besoin de coordination parce que tout le monde livre en permanence et une fonctionnalité sera tout simplement là quand tout le monde, toutes les équipes le supporteront. Ce n'est pas fini parce que le fait de livrer de façon continue nous permet d'investir beaucoup moins de temps dans l'incertitude. Vous savez qu'il y a une incertitude tant qu'on n'a pas livré une fonctionnalité en production, on ne sait pas si les utilisateurs vont l'utiliser beaucoup, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui nous permet justement de faire le tri des fonctionnalités qui ne sont pas utiles? C'est justement de les livrer, de vérifier et de les enlever en cas où. C'est vraiment ça qui est l'outil qui permet d'éviter ce que le Standish Group a trouvé comme problème il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et finalement, ça nous laisse l'autonomie, la maîtrise et le sens. Et on sait maintenant que c'est ça qui motive les gens.
ça qui motive nos équipes. Voilà. Donc, c'est tout beau. C'est génial, n'est-ce pas? Ouais, presque. Mais on va pas se mentir, on sait aussi que c'est pas si facile que ça à mettre en place, que le chemin de je déploie 2 fois par an à je déploie plusieurs fois par jour, il se fait pas en un mois, clairement. C'est pas une transformation magique. En revanche, bien que ce soit difficile, le fait de parcourir ce chemin-là va permettre aux équipes d'apprendre énormément en chemin, que ce soit sur leur pratique, sur les clients, ou même sur l'organisation de façon globale. Comment est-ce qu'on communique ensemble pour être efficace et pouvoir régler ces problèmes-là? Il y a plein de choses qui vont survenir dans ce parcours-là et tout le monde va énormément grandir et ça en vaut vraiment la peine. Cela étant dit, vous pourriez vous dire, ouais, super, en quoi c'est différent de n'importe quelle autre méthode agile ou en quoi c'est différent de n'importe quel autre framework qui existerait déjà. La différence, elle est assez centrale pour moi. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, Accelerate. Il a été cité énormément ces dernières années. Il a été écrit en 2018. C'est un travail qui est sur plusieurs années, un rapport DevOps qui a déjà été construit depuis au moins 4 ou 5 ans auparavant, qui recueille beaucoup de données des entreprises et de leurs pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas d'une croyance ou d'un framework ou d'interaction qui pourrait permettre d'eux. On parle juste de mesures, de choses qui ont été mesurées sur le terrain concrètement, avec des entreprises qui performent plus ou moins bien dans leur secteur. Et de ce livre, on ressort finalement 4 métriques principales qui sont assez intéressantes à suivre. Le lead time, c'est combien de temps ça prend quand un client demande quelque chose et le client l'obtient. En gros, ça va être à quelle vitesse on est capable d'aller pour délivrer des choses. La fréquence de déploiement, c'est à quelle vitesse on va déployer. Donc, je vous disais un peu plus tôt, passer de 2 fois par an à plusieurs fois par jour. Et on voit que déjà rien que ces 2 métriques-là sont assez finalement centrées sur l'utilisateur et les 2 suivantes le sont encore plus. La troisième va être combien de temps va durer une panne du point de vue des utilisateurs. Et la quatrième va être à chaque fois que je vais faire un changement dans mon produit, quel est le pourcentage de chances que ça se passe bien ou pas. Et ces 4 mesures-là, finalement, sont assez en synergie. Et ce que le livre démontre à travers de nombreuses mesures qui ont été faites dans les entreprises, c'est que les entreprises qui performent le mieux aujourd'hui dans leur domaine sont celles qui s'appuient sur ces choses-là et qui ont des très bonnes métriques en regard de ces 4 données-là. Maintenant, on ne peut que vous encourager à aller lire ce livre et à aller tirer un peu plus de choses sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place de concret. Mais avant qu'on aille dans ce domaine-là, on se posait la question, qu'est-ce qui peut faire qu'une transformation va être vraiment réussie? Il y a beaucoup aujourd'hui de façons d'aborder une transformation agile. J'ai vu des transformations agiles dans cette entreprise qui marchaient. J'ai vu des transformations qui n'étaient pas du tout agiles qui marchaient. Et j'ai vu aussi plein de choses qui ne marchent pas. Johan, est-ce que tu peux nous dire finalement, est-ce qu'il y a une recette là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc particulier qui fait que ça marche pas? Comment on fait? Oui, comme si j'avais la réponse, mais j'ai passé, souvent dans ma vie, j'ai voulu changer des choses, des situations. Et ouais, le moindre des choses à dire, c'est que ça n'a pas toujours marché comme ce que je pensais. Voilà, voire des fois, pas du tout. Donc avec le temps, j'ai compris des petites choses, etc. Et une des choses que je trouve centrale là-dedans, c'est le concept de pensée système. Ça m'a vraiment donné des clés pour expliquer ce que je voyais, des clés pour agir. Il y a Donella Meadows, qui est un des pionniers de la recherche en system thinking. Elle le décrit de façon assez sympa, je trouve, que c'est compliqué à faire bouger et il faut écouter le système pour le comprendre avant de pouvoir agir en harmonie avec le système. Je paraphrase. Et la première chose
avec des systèmes. Donc, un système, c'est un groupe de personnes, par exemple, qui fait du soft. Mais la première chose avec les systèmes, c'est que tous les systèmes qu'on voit sont là depuis longtemps, sont stables. Parce que sinon, statistiquement, on ne les verrait pas. Et tout système instable transite rapidement vers un système plus stable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être dur de les changer. C'est-à-dire que tout système, même un mauvais système, il est forcément optimisé pour un optimum local. Voilà. Il est, pendant des années ou des semaines ou des mois, on a amélioré petit à petit ce système-là pour se retrouver au plus bas. Et quand on veut la changer, ça sera dur, comme Sisyphus quand il pousse son caillou dans la pente. Quand je pousse et je n'ai plus la force, du coup, le truc il va retomber. Voilà. Quand je pousse et je pousse et je ne suis pas assez fort pour le faire basculer, ça va retomber. Donc ça explique beaucoup les frustrations que j'ai pu vivre et que beaucoup d'autres personnes ont vécu quand on veut changer un système qu'on trouve un peu malade. Mais on peut regarder le système et essayer de le comprendre. Ce qu'on voudrait, c'est de passer d'un optimum local à un autre optimum local, mais qui est meilleur, donc à droite. Et on sait qu'on a cette pente à franchir. Donc, cette pente, elle est constituée avec quoi? Mais nos habitudes. Voilà, faire autrement, ça coûte plus cher, c'est plus long, voilà, c'est moins confortable. Le fait que l'outillage du projet est probablement autour de l'optimum local aujourd'hui. Donc, si on veut le faire d'une nouvelle façon, il n'y a pas l'outillage en place. Donc, c'est plus dur. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer d'appuyer au point clé pour rendre plus probable ou plus facile le changement. Donc, quelques exemples pour faire une transformation de projet vers du DevOps, ce qui expliquera aussi peut-être pourquoi est-ce que c'est particulièrement facile. Aujourd'hui, c'est confortable. On est dans un optimum local parce qu'on livre tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Si temporairement, on se dit, en fait, maintenant, on va livrer 3 fois plus souvent, ça va être plus dur. Il y aura du temps en plus à passer. Donc, ça va être pas aussi confortable. Voilà, on va créer un peu de stress temporairement avec l'accord du projet pour dire on tentera. Comme ça, on saura ce que ça veut dire, on saura un peu mieux ce que c'est avant d'investir massivement dans l'outillage, etc. Testons. Le fait de faire de l'entraînement, des coding dojo, etc., nous permettra de changer un tout petit peu les habitudes. Et ça nous amènera des connaissances qui changeront aussi. Ce sera plus facile d'y aller. Une dernière chose, mais pas les moindres, c'est de brainstormer un peu avec les gens orientés business pour se dire, mais si on pouvait livrer tous les jours, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Si on avait cet outil-là, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? Et je n'ai pas vécu de moment où on n'a pas trouvé très rapidement des choses assez sympathiques. Et de ce fait-là, on rend cet autre optimum local vers lequel on veut aller beaucoup plus attrayant. Voilà. Et on le pilote pour les besoins business. Et en faisant ces actions-là, ce n'est pas grand-chose. On demande de livrer un peu plus fréquemment, on fait quelques coding dojo, peut-être un peu de formation, et on brainstorm sur ce qu'on pourrait faire avec. Peut-être qu'on écrit, on automatise un tout petit peu certaines parties du déploiement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on change le système. Le système s'est transformé et ça devient beaucoup plus facile d'aller vers le nouveau. Voilà. La difficulté, c'est de trouver les points clés, mais voilà, il ne faut pas perturber dans la frustration
Il faut essayer de comprendre tout simplement. Maintenant, quand on est dans un nouveau système, on veut qu'il soit stable, qu'on ne revient pas en arrière. Ça paraît peu probable comme ça, et c'est particulièrement peu probable quand on est dans une transformation comme le DevOps qui nécessite un peu d'outillage. Parce que de cette manière-là, on inscrit les changements d'habitude aussi dans l'architecture du projet. Il devient plus stable. Il est aussi stable parce qu'on le pilote par le besoin d'utilisateur. Si le business savait qu'il pouvait être livré toutes les semaines, il ne va pas être hyper content si on livre toutes les 2 semaines maintenant. Et si les utilisateurs, on corrige rapidement les choses, on n'a pas envie de faire moins bien après. Donc, on a tendance à plutôt aller vers l'avant. Voilà. Ça, c'est pour les systèmes. Et nous sommes assez convaincus qu'en fait, justement, la contrainte de livrer le plus souvent possible des choses qui fonctionnent en production, donc au mieux de faire justement plusieurs fois par jour, va nous emmener et va jouer sur ce système en nous amenant des bonnes pratiques. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut forcément mettre en place en fait des façons de travailler, des outils, des pratiques. Et en fait, ça va jouer comme un aimant qui va venir attirer automatiquement ces bonnes pratiques. Néanmoins, Johan, en fait, on voit que dans un système, quand on est dans un projet, il n'y a pas un problème ou deux, il y en a souvent beaucoup. Et en fait, la question moi, que je me pose, c'est comment je sais sur lequel je vais travailler en premier et celui qui va pouvoir m'aider, en fait. Oui, cette notion d'émergence est vraiment importante et comme tu dis, le côté aimant qui va tirer les bonnes choses, celles qu'il faut. On s'appuie vraiment là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la fréquence de livraison. Et quand on fait ça, on va détecter les problèmes. Et notamment, on va détecter quels sont les problèmes les plus urgents, qui nous font le plus mal. Et du coup, on adresse uniquement ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va plus loin. On baisse le niveau de l'eau pour détecter quel est le bottleneck suivant à adresser. Il y a 2 choses qui sont vraiment simples avec ça, c'est-à-dire que d'une, avec très très peu d'efforts et en très 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 peu de temps, on verra déjà des bénéfices sans pratiquement aucun coût. Voilà. On règle une petite chose et on a toujours sur ce chemin-là des gains itératifs ou incrémentaux de façon très agile. Et on est sûr aussi du coup de les traiter dans le bon ordre. Donc, ça crée la priorisation des problèmes. Alors, donc, c'est vraiment pas du tout difficile d'y aller, de faire un bon bout de chemin. Ça va presque tout seul. Une des choses qui est centrale là, c'est pourquoi est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'on fait de cette manière, c'est le concept de antifragile. Vous savez, fragile, c'est quelque chose, on appuie un peu dessus, on tape un peu dessus, ça casse tout de suite. Ça, c'est un système fragile. Robuste, c'est quand on peut taper fort dessus et que ça ne se casse pas, ou alors pas beaucoup. Mais un système robuste reste au mieux inchangé quand on tape dessus. Le côté antifragile, là, c'est une amélioration. Désolé. Oui, vas-y. Désolé. Le système antifragile, il se renforce sous stress. Donc ça, c'est l'évolution des espèces. Ça peut être la musculation. Donc on met un peu de force dessus et le muscle devient plus gros. Mais c'est aussi les systèmes de soft. Si on prend l'exemple de Netflix qui a commencé à créer quelques perturbations en production, pour mieux les supporter. Et puis après, ils éteignaient des serveurs et puis maintenant, ils sont à éteindre des data centers complets. Donc, ils ont vraiment renforcé le système au-delà d'un niveau qui dépasse presque l'entendable. Voilà. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on s'est livré tous les jours? C'est une très bonne question. Et en fait, quand vous serez délivré en fait plusieurs fois par jour, en fait, nous on pense que vous allez vraiment devenir agile en fait. Alors, dans le sens un peu que ce que disait Johan, c'est dans le sens où de se sentir antifragile, changer de slide, Johan. Et, euh, voilà, et de dire par exemple, dans le sens où quand vous allez avoir une chose, ça va devenir fluide, ça va pas être difficile. Par exemple, si vous faites des releases et des mises en prod une fois tous les 3 ou 6 mois comme avant ou toutes les années, souvent on disait, on faisait la fête quand c'était terminé parce que c'était quand même assez rude. Ça pouvait prendre plusieurs jours, c'était compliqué et c'était un événement. Et l'idée qui a été derrière le déploiement continu et tout ça, c'est de dire il faut que ça devienne un non-événement. Ça veut dire que ça soit fluide et que ça pose aucun problème et que, en fait, on est serein et qu'on n'a pas à peur d'appuyer. En fait, c'est dans cette idée-là que vous allez devenir vraiment agile. Et cerise sur le gâteau, c'est que vous allez le devenir sans même, en fait, sans même vous en rendre compte. Et cela, ça va vous permettre en fait d'apporter pas mal de choses pour vous déjà, en fait, pour votre entreprise. Ça va vous donner des opportunités parce que quand vous commencez à semer en fait cette petite graine de déploiement continu, comme on disait tout à l'heure, ça va attirer beaucoup de choses comme un aimant. Et notamment, par exemple, ça va vous attirer le fait que vous commencez à mettre l'apprentissage, la culture de l'apprentissage en fait dans votre entreprise et dans les façons de travailler. Et ça, on sait très bien aujourd'hui que quand on fait des projets, on travaille dans le software, eh ben on sait que le software, c'est un métier d'apprentissage, c'est pas un métier de construction où on doit suivre un plan. C'est plutôt, on ne sait pas où on va tout de suite. On a une direction, une cible, mais le chemin pour y arriver, on ne le connaît pas. Et en fait, c'est en faisant des petits pas qu'on essaye quelque chose, on essaye dans une direction et on va apprendre de cette direction. On va apprendre si c'est la bonne chose ou au contraire, si en fait il faut le faire différemment. Et donc du coup, ça va vous donner cette flexibilité de tester des choses et d'apprendre. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça va vous donner un avantage compétitif euh, très fort, c'est que vous allez pouvoir offrir de la valeur régulièrement à vos clients et aux utilisateurs. Et ça va donner une confiance, en fait, parce qu'ils vont savoir que bah, si vous allez pouvoir corriger un problème en un jour ou même pas, et qu'en fait, ils ne voient plus de problème parce que vous les corrigez tout le temps. Et de la même manière, si vous apportez une chose, même si elle n'est pas complètement finie, mais que ça lui permet de se débloquer, et ça continuellement, eh ben, ça n'a pas de valeur pour une entreprise de pouvoir travailler et ne pas être bloqué, quoi, et de rester dans ce flux de travail. Néanmoins, malgré tout cela, en fait, on a vu émerger pas mal de pratiques pour essayer de mettre en place, en fait, justement le déploiement continu. Et on sait qu'il y en a pas mal qui ont émergé ces derniers temps, il y en a des plus anciennes, mais on a appris aussi et on a vu par expérience que certaines fonctionnent mieux que d'autres. Et Bastien, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples de cela? Ouais, on a 4 exemples sur lesquels il y a des choses assez intéressantes. La première, elle fait débat. On pourra en parler des heures. Il y a des super conférences. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande celle de Thierry Depot qui est vraiment très, très bien conçue sur le sujet. C'est pas un débat, mais on va dire qu'il y a plusieurs façons de gérer notre code. Et actuellement, on voit beaucoup d'équipes qui font beaucoup de branches et qui vont avoir une approche en feature branching. Et on ne pense pas que ça soit une mauvaise idée de base. Ça part d'un bon sentiment. Ça peut vraiment être quelque chose qui va aider certaines équipes à aller plus souvent en production. En revanche, on pense que ça va être assez rapidement un frein. Plus on va finalement vouloir mettre en production souvent, et plus ça va être un frein. Ça peut paraître au départ comme un espace sécurisé, une branche dans laquelle on peut faire des choses, et quand on est vraiment sûr que ça va marcher, alors à ce moment-là, c'est bon, je peux mettre ça dans la branche principale et livrer en production.
Mais si finalement on y réfléchit, pour nous, c'est introduire beaucoup de complexité accidentelle dans notre quotidien. En tant que développeur, on n'est pas vraiment des experts de Git, on est des experts du code. Et je sais d'expérience, et je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui fait du développement qui n'a jamais rencontré le problème, avec des branches, d'avoir des conflits qui sont un petit peu difficiles à résoudre, ou bien d'avoir une branche qui est là et on attend qu'elle soit mergée parce qu'il faut une revue, on a besoin que quelqu'un valide quelque chose. Et donc, au lieu de livrer potentiellement une feature en peut-être 20 minutes, parce que finalement, c'était 4 lignes de code à changer, alors ça peut prendre jusqu'à une journée ou deux. Et on se dit finalement, continuer à garder les branches, c'est faire porter par Git la configuration de notre code. Alors que si on est sur du trunk-based development, la plupart du temps, on va avoir des feature flags. C'est un if, ou bien une configuration qui dit telle feature est activée ou telle feature est désactivée, mais c'est dans le code et c'est dans notre domaine d'expertise. Aller mettre cette configuration-là en dehors du code et la faire porter par un outil qui n'a rien à voir avec le code finalement quelque part, qui est complètement en dehors du cycle de production, ça n'a pas de sens à long terme. Et ça va vraiment grandement freiner finalement le fait de pouvoir release souvent. Il y a énormément de choses complexes qui dérivent de ça. Quand on lit les recommandations pour faire du Git flow, donc qui est basé sur du Twitter Orange, plus d'autres choses, c'est extrêmement complexe. Toute cette complexité-là, nous, on a envie de la gommer en passant sur du trunk-based development pour aller chercher de la complexité ailleurs. Trunk-based development, c'est complexe, mais c'est complexe dans le sens où ça va demander d'avoir des pratiques de développement qui sont meilleures. Ça va demander d'être capable de faire partir en production le moindre de ses commits. Et donc, de faire des petites itérations. Et finalement, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où ça va nous amener à grandir et à être de meilleurs développeurs et de meilleures développeuses d'utiliser cette pratique-là. Donc, on n'a, à notre sens, aucune raison de ne pas y aller. Et le truc intéressant, c'est que le ticket d'entrée, il est gratuit. Les débutants, souvent, ne savent pas ce que c'est des branches et ils vont naturellement plus ou moins faire du trunk-based. Donc, c'est facile finalement d'adopter cette pratique-là. C'est presque plus difficile de la faire adopter à des personnes qui sont très expérimentées et qui ont eu leurs habitudes ancrées. Et on revient encore à ce que disait Ivan tout à l'heure, le changement va être plus difficile à impulser à ce moment-là. Le deuxième problème qu'on voit, et qui est assez naturel aussi, c'est quand on déploie souvent, on va avoir tendance, si quelque chose se passe mal, à vouloir revenir en arrière. Et revenir en arrière, encore une fois, ça va engendrer finalement énormément de complexité parce que si je dois revenir en arrière, alors je dois penser à implémenter un mécanisme de rollback. Plutôt que de revenir en arrière, la proposition, c'est tout le temps aller en avant. Et pour aller en avant, ça correspond à je fixe le problème. Ou bien peut-être que la feature ne marche pas, bah, je réactive mon flag, tout simplement. Et je recache la feature. Mais je ne reviens pas en arrière, je continue d'avancer. On enlève beaucoup de complexité dans le système quand on fait ça. Et finalement, on ne va pas bloquer une mise en production. On ne va pas ralentir le flow à cause d'un rollback. La troisième chose qu'on voit, encore une fois, qui est vraiment assez instinctive, qui va consister à dire, OK, on met souvent en production, il faut que ça marche. S'il faut que ça marche, il faut qu'on ait des gens qui vérifient que ça marche. Il faut qu'on s'assure que tout fonctionne correctement. Et on va avoir tendance à rajouter beaucoup de process de contrôle et à malheureusement se fermer la porte à fluidifier les choses. Pour vous illustrer la chose, il faut se dire que si jamais on doit améliorer un petit peu le process et qu'on a une personne qui joue un petit peu le rôle de gatekeeper, qui est là pour valider que telle et telle chose ont bien été faites. Si jamais on a envie de faire évoluer un petit peu ces choses-là, alors c'est cette personne-là qui va devoir apprendre des nouvelles choses. Si cette personne-là est absente, on doit former un remplaçant ou une remplaçante, et ainsi de suite. Si on a automatisé cette chose-là, c'est dans le code. Et donc, c'est quelques commits pour faire évoluer notre processus. C'est beaucoup plus intéressant d'ancrer ces choses-là de cette façon-là. Et plus on va automatiser, plus on va pouvoir facilement déployer fréquemment, et plus on va avoir envie d'automatiser des choses qui, en premier lieu, ne nous seraient même pas venues à l'idée d'automatiser.
on va se mettre à automatiser des choses qui nous prennent peut-être pas longtemps. Peut-être qu'une release, aujourd'hui, c'est 2-3 commits dans 2-3 repositories et ça part. Mais demain, peut-être qu'on n'a plus envie de faire ça. Demain, peut-être même qu'on a envie d'arriver à un point où, quand on commit, tout est validé automatiquement et ça part en production. Et quand on est arrivé là, alors release plusieurs fois par jour, c'est vraiment, vraiment plus un problème. Quatrième chose qu'on voulait vous partager, c'est un petit peu quelque chose qui est difficile, surtout pour moi en tant que développeur, à lâcher. C'est un métier où je trouve qu'on nous apprend à résoudre beaucoup de problèmes et on a envie de résoudre des problèmes. C'est assez gratifiant. Si vous faites du TDD, on retrouve un petit peu la même mécanique où je vais faire passer un morceau de mon code qui ne marche pas et je vais essayer de trouver comment le faire marcher et je construis mon code petit à petit comme ça. Et c'est chouette parce que j'ai un feedback positif à longueur de journée quand je travaille. Et donc, quand on a un problème à régler et qu'on vient nous voir et qu'on nous dit il faudrait régler tel problème, etc., tout de suite, on est très tenté d'aller dans la solution et d'essayer de comprendre comment on pourrait régler le problème en question. Et on se dit, c'est super important de se poser les bonnes questions par rapport à ça et de dépenser un peu plus de temps dans l'espace des problèmes pour se demander si vraiment le problème qu'on veut résoudre fait du sens ou pas. Et s'il faut le résoudre ou pas. Et dans de nombreuses occasions, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas résoudre les problèmes qu'on nous amenait, qu'il valait mieux se poser quelques questions et essayer de comprendre le besoin original, ce qui nous permettait en fait de supprimer carrément ce problème en en résolvant un autre. Et c'est un peu le pas le plus difficile, je pense, et qui demande le plus de recul sur notre métier, et qui va consister finalement à passer du temps pour comprendre là où on a envie d'aller et résister à l'urgence pour simplifier les choses. Et ce n'est pas très simple de simplifier les choses. Si vous allez dans ces directions-là, eh bien, on pense que ça sera beaucoup plus facile de mettre en place du déploiement continu. On ne dit pas que les feature branches, faire du rollback, faire du gatekeeping ou corriger les problèmes, ce sont des mauvaises choses. Ce qu'on dit, c'est que si elles apportent de la valeur un temps, on croit qu'elles vont être assez rapidement des facteurs limitants et que souvent, il est beaucoup plus facile de commencer par du trunk-based development ou d'avoir une approche où on fixe les choses plutôt que de rollback, où on va maximiser l'automatisation plutôt que d'aller chercher des gens pour faire du contrôle, ou bien enlever les problèmes qui n'en sont pas et essayer de distinguer les vrais problèmes importants. On pense qu'en faisant ça, alors on peut aller beaucoup plus vite vers l'automatisation du déploiement continu. Si vous décidez d'expérimenter avec cette contrainte, il va se passer des choses et vous allez entendre et voir pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus, Rémi? Oui, il y a effectivement des effets de bord en fait que vous allez pouvoir constater, voir en fait une que vous allez voir assez rapidement, c'est que ça va amener à plus de collaboration. Je pense que vous avez tous entendu parler en fait de la culture DevOps. Et justement, cette idée d'aller mettre en production, en fait, il y a une connaissance qui est du côté des développeurs et une autre partie qui est du côté des ops qui se mettent. Et en fait, s'ils ne collaborent pas, en fait, ça ne peut pas aller vite et ça ne peut pas être justement cette fluidité qu'on disait. Donc, automatiquement, il va falloir aligner, ça va amener à aligner en fait ces équipes et ces rôles à travailler ensemble, à discuter et à se mettre d'accord sur en fait comment on travaille de façon saine et comment on travaille de façon efficiente. Voilà. Ça va amener sur ces rôles techniques, mais pas seulement, ça va amener aussi à presque tous les stakeholders, donc tous les rôles qui jouent sur le projet, notamment avec justement les product owners, les business owners, les spécifieurs, éventuellement s'il y a des architectes, des ergonomes, des UX, parce que justement, on va voir comment on peut réfléchir ensemble pour apporter en fait une valeur très rapidement à son client et comment, comme disait Bastien, comment on fait pour finalement travailler pour voir quelle est cette petite valeur qu'on peut amener. Voilà. Et
on peut même aller encore plus loin. Ceux qui arrivent en fait à faire du delivery presque tous les jours et suivant les contextes, s'ils sont proches des clients et qu'ils discutent avec eux, vous allez arriver même presque à du co-design avec vos clients et vos utilisateurs qui permettront en fait de définir vraiment comment on faire et travailler ensemble. Voilà. Il y a des entreprises qui arrivent à ce niveau-là. On va se retrouver avec plus de qualité à tous les niveaux, dans le code, dans le test, dans les procédures de déploiement, etc. C'est paradoxal comme ça, mais c'est le mécanisme derrière, c'est probablement cette antifragilité qui est développée, et qui est soufflée, qui est catalysée. Voilà, probablement à travers. Évidemment, on en a parlé longuement sur l'automatisation. C'est quelque chose qui va être un frein de ne pas en avoir ou un accélérateur d'en avoir. Et c'est quelque chose qui va être assez essentiel au respect de la contrainte. À un moment donné, Johan le disait tout à l'heure, si on arrive à déployer peut-être une fois toutes les 2 semaines en augmentant le rythme, même si tout doit être fait à la main, alors on va y arriver. Mais quand on va vouloir passer de 2 semaines à 1 semaine, à un moment donné, on ne va plus avoir suffisamment de temps, suffisamment de ressources, suffisamment de patience parfois pour pouvoir répéter encore les choses. Et naturellement, on va aller vers de l'automatisation des tests, de l'automatisation des différents process pour arriver finalement à terme à ce que toutes les tâches qui n'ont pas vraiment de valeur à être faites par des personnes soient faites par des machines, des scripts et autres. Ça va aussi vous amener à gérer moins de stock. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu toute la théorie du Lean autour de la gestion du stock et des flux. En tout cas, comme vous allez livrer des petites choses, en fait, on va aller sur des petits lots, comme on dit, des small batch. Et en fait, ça va être moins compliqué et surtout, ça va fluidifier votre pipeline justement jusqu'à la production. Parce qu'en fait, quand on travaille avec des gros lots, et ben en fait, ça met plus de temps à qualifier, à développer, ça met plus de temps à qualifier, ça met plus de temps à spécifier, ça met plus de temps à valider et il y a plus de chances en fait à créer des erreurs et donc du coup avoir des boucles qui reviennent en arrière et qui à gérer. Alors que quand vous travaillez sur des petites choses, et ben ça va aller plus vite, ça va être de plus en plus fluide et à la fin, ben, en fait, le but c'est qu'il y ait pratiquement zéro stock. Et ça, en fait, si on fait une comparaison avec l'industrie manufacturière, ça fait 50 ans ou plus qu'ils travaillent là-dessus parce que ça coûte très cher, en fait, la gestion des stocks. En fait, ils ont travaillé là-dessus. Et nous, en fait, dans le développement, bah, on a des stocks. On ne les voit pas parce que c'est immatériel, mais on en a beaucoup plus qu'on pense. Par exemple, faire des branches, c'est faire du stock, puisque finalement, ce n'est pas sur la ligne de production et ça reste sur le côté pendant un moment jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc ça, c'est une moyenne de stock. Une autre chose, c'est que quand justement on fait des livraisons à plus de 3 mois, ben, on engrange du code et ce code, tant qu'il n'est pas dans les mains en fait, de l'utilisateur, il n'a pas de valeur. En fait. Il reste stocké dans notre entreprise et il ne nous apporte pas de valeur à nous ni à nos utilisateurs. Donc le but, c'est justement d'apporter cette fluidité pour que entre la demande qui est initiale jusqu'à ce que ça arrive jusqu'aux mains des utilisateurs, et bien que ce soit le temps le plus court possible. Ouais, donc on élimine le gaspillage, on réduit le gaspillage à travers cette gestion de stock, à travers aussi cette automatisation qui fait que du coup, des choses manuelles, gestion manuelle des incidents qui coûtent à chaque fois que ça arrive, ben, on investit dans l'automatisation et donc du coup, on réduit le temps manuel et le temps dont on a besoin pour les fonctionnalités non prévues, comme on a vu les 20%. Aussi, en termes de features, on réduit la quantité de features qu'on aura à développer. Voilà. On va aussi avoir beaucoup plus de réactivité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant et qui va être impactant pour l'interne et l'externe au sein d'une organisation. Pour l'externe, pour les clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une demande, c'est une petite demande, eh bien, je sais qu'elle va pouvoir être répondue assez rapidement.
en interne, on peut avoir des clients internes aussi, et on va constater les mêmes choses. J'ai des exemples qui m'ont toujours marqué et où je me suis toujours demandé, c'est incroyable, les échelles de temps peuvent vraiment varier d'une organisation à l'autre. C'était une équipe qui travaillait en safe, donc ils étaient assez nombreux. Et quand on avait des besoins sur un produit qu'ils produisaient, qu'on utilisait, alors il fallait qu'on rentre dans leur train safe. Souvent, on leur faisait la demande, ils étaient en cours, donc on avait déjà 1 mois, voire 2 de délai. Ensuite, ils le planifiaient dans le prochain. Ce qui veut dire que parfois, dans certains cas, on pouvait avoir quelque chose, un besoin qui pouvait être simple et qui en soi aurait pu être résolu en 2, 3 jours, pouvait mettre jusqu'à 3, 4 mois avant de nous arriver dans les mains. Et pour les clients, c'est exactement la même chose. Potentiellement, c'est parfois un bug ou ça peut être une petite fonctionnalité qui les aiderait grandement. Et parce qu'on n'a pas cette fluidité-là, alors on ne va pas pouvoir être capable de délivrer ça souvent. Alors que si jamais on travaille par petits lots et qu'on délivre très souvent, alors les demandes qui peuvent être parfois urgentes et qui peuvent avoir un impact fort pour le quotidien des utilisateurs peuvent être répondues vraiment très, très rapidement. Que vous allez voir aussi, c'est que vous allez avoir en fait votre système en fait et votre entreprise va être plus stable en fait. Vous allez avoir plus de stabilité. Alors stabilité ne veut pas dire rigidité. Ça veut dire ce que disait Johan tout à l'heure sur l'antifragile. Ça veut dire que en fait vous allez mettre en place en fait cette culture d'apprentissage et d'amélioration. Moi, j'aime beaucoup l'exemple que Johan a donné de Netflix. Netflix, ils ont eu un problème en prod parce que en fait, ils ont eu toute une partie de cloud qui était tombée. Et en fait, là-dessus, on pourrait dire, ben, il y a deux façons de voir la chose. Soit je fais la chose où je veux sécuriser les choses et donc je veux plus que ça arrive. Et là, je vais rigidifier en fait mon système. Eux, ils ont pris une approche complètement différente qui vont nous dire, bah, il ne faut pas que ça arrive, alors il faut que j'appuie là-dessus, là où ça fait mal. Donc, je vais mettre en place des systèmes qui vont faire tomber automatiquement, en fait, mes serveurs. Et je dois être capable, en fait, de résister, en fait, à cette contrainte et à cette pression. Et du coup, bah, quand on est là, ça fait une très, très grosse différence par rapport aux autres entreprises qui vont plutôt essayer de sécuriser et rigidifier, en fait, les choses en mettant des contraintes qui vont empêcher que ça arrive plutôt que d'accepter que ça arrive et d'apprendre et d'être plus résilient dans le terme antifragile. En gros, avec tous ces bénéfices, on sera agile. On voit que cette transformation de DevOps livrée tous les jours, ça tire vraiment toutes les choses qu'on aime bien dans l'agilité et d'autres encore d'ailleurs, efficacement. Et la question que je me pose, mais vraiment ouvertement, mais de entamer aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur Accelerate, entamer une transformation agile qui n'incorpore pas un axe fort DevOps et livraison continue, pourquoi ferait-on un truc pareil? Ça aurait peut-être du sens, mais c'est moyennement établi et certainement beaucoup moins sûr d'y arriver. Question ouverte. Si jamais vous ne deviez retenir qu'un truc, finalement, pour nous, c'est juste cette contrainte. Déployer en production tous les jours. Et je voulais vous partager un tout petit retour d'expérience que j'ai eu sur ça, où un projet qui avait du mal à fonctionner, on a eu un coach agile, on a eu tous les trucs traditionnels d'un projet qui ne fonctionne pas bien. Et les choses se sont mises à marcher finalement le jour où on a dit OK, concentrons-nous plutôt sur le fait d'aller plus souvent en production. Et cette chose-là a tiré tous les bénéfices dont on vous a parlé aujourd'hui. Et on se dit que vraiment, si jamais il y a un seul résumé à faire, c'est déployer en production tous les jours et voyons ce qui se passe. Du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quand vous commencez à aller dans cette direction. Voilà. On vous remercie. Ouais, merci.
coup. C'est la fin. Du coup, il y a des questions, éventuellement. Merci Joanne, Bastien et Rémi. C'était vraiment très bien. Et je peux me permettre effectivement de dire ce que j'ai pu apprécier. Vous avez vraiment traité les différents aspects, aussi bien humain, technique, collaboration. Il y a plein de choses à retirer. Donc merci pour votre partage. Alors, Avec plaisir. Est-ce que Laurent ou Dorothée, est-ce que vous voudriez, vu qu'on est que voilà, on est en petit comité, est-ce que vous voudriez soit poser une question dans le chat ou oralement, et à ce moment-là, je vous ouvre le micro. On est aussi preneur de retour, quel qu'il soit. C'est pas forcément facile de formuler des retours, mais on sera les accueillir dans tous les cas. L'idée, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup entendu ou vu, de faire cette proposition-là. Et on est aussi très preneur de savoir ce que ça évoque, ce que ça peut provoquer. On est assez persuadé de la valeur de ça. Maintenant, on s'interroge sur comment encore mieux partager ces choses-là, qu'est-ce qui est marquant dans ces choses-là. Il y a un truc que ça m'a évoqué de mon côté, ça m'a fait souvenir, mais j'aurais pu exactement le propos de l'article, mais il y a un article de Ron Jeffries qui disait effectivement, vous vous plaignez de livrer pas assez souvent, qu'est-ce que vous pouvez livrer demain? Et après, effectivement, il continue sa logique en disant qu'est-ce que tu peux me livrer ce midi? Qu'est-ce que tu peux me livrer dans 1 heure? Et voilà, donc du coup, pareil, hein, ça oblige à tirer plein de trucs. Ouais, très bien. Il y a un petit retour de Dorothée. Est-ce que vous le voyez? Ouais, une bonne idée, mais pas facile à mettre en place quand les mises en prod durent 3 semaines chez les clients. Effectivement. Et j'imagine que à ce moment-là, c'est une question de là où on peut intervenir sur le système, comme disait Johan. Il y a des choses qui sont à notre main et d'autres un peu moins. Je sais pas, Johan, toi, tu as déjà eu, je pense, ce genre de cas. Non, j'ai jamais eu un cas où on déploie, enfin en tout cas pas de première main, quoi. On déploie, enfin, où je suis inclus dans le déploiement chez les clients, quoi. Après, si on cherche des possibilités dans ce genre de choses, peut-être le premier endroit que j'irais gratter, c'est est-ce qu'il y en a un client qui serait intéressé pour réduire ce temps-là et augmenter la fréquence? Est-ce qu'on peut intéresser un client à un avancement là-dessus? Après, il y a des choses qui se font à beaucoup de niveaux parce que je connais une entreprise qui, contractuellement, a mis dans son contrat que nous ferons les déploiements tous les X temps. Depuis, ils ont augmenté la fréquence, mais disons que le client n'était pas du tout prêt à ce genre de choses. C'était plutôt parti sur 6 mois. Et il y a 10 ans, c'était tous les mois. Voilà. Donc oui, des fois, il faut faire bouger les clients aussi. Et merci Dorothée aussi pour ta question, c'est très pertinent. Ça me fait penser à plein de choses en fait.
il y a une chose souvent, c'est, enfin, comme dit, on a parlé de la côté systémique, parce que voilà, a priori, ça ne paraît pas tout de suite lié au déploiement continu, mais c'est lié justement parce que quand on va faire aller vers cette direction, ça va faire changer le système et les pratiques, en fait. Et donc, du coup, ça nous paraissait important d'aborder cette problématique, même si elle paraît un peu compliquée comme ça. Et du coup, la question, c'est de dire justement comment savoir bouger en fait des optimums locaux pour aller vers d'autres. Voilà, comme Yann a assez bien expliqué. Et la question pour moi, c'est de dire, ben, déjà, est-ce qu'ils sont visibles les limitations de l'optimum local que tu peux avoir dans ton contexte actuellement et, et si c'est pas le cas, souvent, la première étape, c'est souvent de le rendre visible. Donc, c'est un peu le niveau de l'eau de le baisser, en fait, pour essayer de voir le premier rocher qu'on se prend, ou en tout cas, d'amener ça. Il y a une autre chose aussi que moi, je trouve qu'il peut m'essayer, c'est pas de dire, OK, on fait ça, tout ça, mais c'est de dire, et si on essayait quelque chose de nouveau? On le table pas comme c'est une règle, c'est pas une loi et c'est définitif. C'est mettons-nous dans un mode d'apprentissage et essayons pour voir ce que ça peut nous apporter. Alors, ça marche pas à 100%, mais en tout cas, des fois, ça permet de débloquer, en fait, justement, des systèmes et de passer cette petite colline pour aller vers un autre optimum. Voilà. Et après, je sais pas comment c'est dans ton contexte aussi, mais par exemple, si vous êtes d'un côté et puis vous devez livrer tous les X temps chez votre client, vous pouvez aussi déjà en interne essayer de vous mettre plus ou moins dans cette livraison en faisant des releases assez souvent de l'autre côté avant de livrer ce que demande le client. Donc là, ça va être très contextuel aussi euh, par rapport au contexte. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis là, sur le fait de rendre les choses plus visibles, etc., moi j'aime beaucoup cette idée-là et ça permet après derrière d'actionner un peu deux leviers dont on parle. Je ne crois pas qu'on le fasse de façon extrêmement explicite euh, par rapport à un changement. J'ai souvent deux tactiques qui sont différentes et qui sont complémentaires. La première, c'est de montrer un état désirable dans lequel on n'est pas. Et c'est un petit peu la proposition là de dire au business, bah, écoute, si jamais on va par là, tu vas pouvoir répondre aux clients plus vite. Et une fois que tu as eu ça, tu n'as pas envie de le lâcher. Donc, de donner envie d'aller vers ça. Il y a autre chose qui fonctionne aussi et qui va souvent de pair, qui est autre chose qu'on a évoqué, finalement, qui est, OK, je mets en prod toutes les 2 semaines, maintenant je veux faire toutes les semaines et ça commence à être vraiment douloureux de le faire. Et donc, c'est de montrer ces douleurs-là et pour dire, bah, face à cette douleur-là, il y a des pratiques, il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour les enlever et aller vers cet état plus désirable dont on a parlé avant. Je te remercie, Bastien, parce que je voulais dire quelque chose et tu l'as dit, j'ai envie de dire, voilà, c'est de faire goûter quelque chose qui peut être bon en fait. Et par exemple, si on ne connaît pas un gâteau ou tout ça, ben, on ne sait pas si on va l'apprécier. Et de faire goûter justement dans cette proposition d'essayer quelque chose, ben, c'est peut-être que ça va donner envie en tout cas. Voilà. Donc j'aime bien ce que tu dis aussi. Ouais, Dorothée a expliqué un peu davantage le problématique. Ouais. Ouais. C'est... Tu peux peut-être lire des questions qui sont dans le chat ou des réactions. Hmm. Ouais. Ah, une autre possibilité, ça peut aussi être de commencer à se préparer. On cherche une opportunité. Le trunk-based development, ça, on est entièrement là, enfin, en tout cas, l'équipe à la main là-dessus. Les coding dojo, tout ça, ça c'est dans notre pouvoir de décider là-dessus. Mais oui, parfois c'est difficile, ouais, clairement. Ok. Après, il n'y a plus d'autres questions dans le chat.
Donc, encore merci, Johan, Rémi et Bastien pour votre présentation et pour les échanges avec nous. Et du coup, cette vidéo sera mise dès que possible sur notre chaîne YouTube de la conférence. Et on n'en manquera pas de la faire connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ouais. de nous avoir Et, accueillis. Merci et à bientôt, peut-être. à bientôt. Et puis, À si bientôt. vous avez des retours, on est très preneurs. Voilà. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.